Là, c'est des pêcheurs, là. Hein? Les pêcheurs cherchent à nourrir. Je pense que c'est plutôt les chercheurs de nourrir. Voilà, on est en réserve naturelle. Dans certains canaux, il y avait des rôles dans l'irrigation fixes. Mais dans d'autres, il y avait un tour d'arrosage qui évoluait d'une semaine. C'est-à-dire que ceux qui avaient arrosé le lundi pendant 3 ou 4 semaines, qui avaient arrosé le lundi toujours dans la journée, à la 5e, ils risquaient d'arroser dans la nuit du lundi au mardi. Au départ, les canaux, sur le plan de l'entretien, ça avait toujours été un entretien comment dirais-je, développé par la solidarité au sens le plus large du terme. Les canaux étaient entretenus par la totalité des irrigants. L'irrigant payait sa cotisation d'irrigant en fonction de sa surface. Mais l'entretien, c'était une question de solidarité au plus haut niveau. S'il y avait un pépin, un accident, un éboulement, quelque chose, plus le reculage, c'était toujours effectué par l'ensemble des irrigants. Chose qui était en partie, qui a peut-être un peu disparu pour des raisons évidentes. Chaque propriétaire de parcelle avait son heure d'arrosage. Voilà. Et donc il fallait scrupuleusement respecter cette heure d'arrosage. Et tu parles de solidarité, mais des fois, les anciens nous expliquent que ça se réglait au fusil. De l'autodiscipline. Voilà. Quand on est arrivé, il a fallu s'installer sur 5 canaux différents pour irriguer nos champs. Et sur ces 5 canaux, il y en avait 3 qui n'existaient plus, c'est-à-dire qui n'étaient plus en activité. Et donc, il a fallu d'abord les remettre en état, c'est-à-dire refaire les barrages, les rescloses qu'on appelle au niveau des rivières, écurer et arranger tous ces canaux. Alors, ils ne sont pas bien longs, hein, c'est des canaux qui font 1 kilomètre, qui font 500 mètres. Dans cette vallée, parce qu'il y a des vallées où les canaux sont très longs. Très peu de champs. Alors, c'est la différenciation qu'on peut faire d'ailleurs avec les grands canaux qui existent sur Prades ou sur d'autres communes qui irriguent des centaines d'hectares et qui ont une organisation très structurée avec des fois du personnel d'entretien spécifique. Donc c'est 2 problématiques qui sont totalement différentes. Parce que d'un côté on a des grosses structures qui ont, si ce n'est pas du personnel qui est affecté en permanence. En tout cas, il y a derrière une main-d'œuvre occasionnelle de tous les gens qui, une fois par an, participent au curage au moins de ces canaux-là. Et sur Conat, ces structures-là avaient disparu, beaucoup plus petites, donc c'est à l'agriculteur qui est seul d'entretenir uniquement ces canaux-là et de les remettre en état. Et là, force est de constater que c'est un enjeu qui dépasse l'agriculteur. Moi, j'ai mis 30 ans à faire tout mon réseau. J'ai plus de 3 km de tuyaux enterrés, j'ai une centaine de vannes, des programmateurs. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut une vie. Pour le mettre en place. Et j'étais bien content quand je suis arrivé d'avoir accès à ces canaux-là. Il y a des sols légers, il y a des sols schisteux, il y a des sols granitiques, il y a des sols alluvionnels, il y a des sols argileux, et aucun n'a besoin de la même technique d'irrigation, du moins dans la durée.
chaque type de sol, sur sa structure physique, a besoin d'une irrigation, disons, sur mesure. Ici, on est obligé de pailler parce que justement, ça préserve l'évaporation, ça évite les mauvaises herbes, etc. À ce moment-là, il faut du goutte à goutte. Donc, il faut un système sous pression. Et des fois, quand on fait des semis de carottes, quand on fait des semis de poireaux, mais si on n'a pas une micro-aspersion pour bien uniformiser la parcelle et pour avoir une levée facilitée un bon lit de la semence, eh ben, par capillarité, ici, on n'y arrive pas. Donc, eh ben, il faut les trois grandes méthodes d'irrigation, l'arrêt, le goutte à goutte et l'aspersion. Bon, ici, c'est la micro-aspersion parce qu'on n'a pas de grande parcelle. En fait, c'est de l'aspersion. Et quand on a accès à ces trois outils-là, avec l'eau à volonté et en permanence, à ce moment-là, on a un bon outil et on peut affronter le marché qui existe et sur lequel on ne peut pas faire l'impasse quand même. Donc, à l'heure actuelle, je n'arrose plus par aucun canot, alors qu'ils existent, que les structures existent. Mais j'étais le seul à les entretenir. Je les ai abandonnés, mais j'ai mis à la place des canalisations de ces canaux-là sous pression. C'est-à-dire que j'ai gardé le réseau, mais il n'est plus alimenté gravitairement. Il y a des tuyaux dedans qui sont alimentés principalement par des pompes. Et quand j'ai besoin de très peu d'eau, effectivement, vu la dimension des tuyaux, je peux les utiliser gravitairement, mais j'ai très peu de débit. Les légumes que nous produit Pascal de très bonne qualité, ils sont composés quand même pour la plupart à 80% d'eau. Les animaux dont nous mangeons la viande, il ne faut pas oublier que pour avoir 1 kilo de viande de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau. C'est pas rien. Hein? Parce qu'il a fallu préparer préalablement toute l'alimentation qui a demandé l'irrigation. C'est une richesse l'eau. C'est vraiment une richesse, on ne peut pas le nier. Quand nous pensons à toutes les personnes par le monde qui malheureusement sont privées d'eau potable, nous on parle de l'eau d'irrigation, mais l'eau potable, disons, c'est encore pire. Contrairement à une très autre personnalité d'une structure internationale que je ne citerai pas, qui existe en Suisse, le PDG s'est permis de dire dernièrement que l'eau était une valeur alimentaire et qu'elle méritait d'être chiffrée. Je retiens cette anecdote. Il y a d'énormes potentialités, mais il faut les chercher parce qu'elles sont en montagne. Parce que la montagne, eh bien, elle est fracturée, elle est remplie de failles qui sont autant de petits barrages et qu'il ne faut pas hésiter à exploiter parce qu'à la moindre pluie, ils se reconstituent. Ce n'est pas des nappes profondes, c'est des nappes très superficielles qui accrochent toutes les précipitations qui descendent. Donc il y a eu beaucoup de programmes qui se sont faits à travers l'ASA de travaux notamment pour justement faire des forages sur ces nappes-là qui sont superficielles, ça n'a rien à voir avec la nappe profonde qu'il y a dans la plaine du Roussillon, qui là est une nappe fossile et qu'il ne faut pas toucher. Ça, il faut les garder en cas de coup dur, s'il n'y a plus d'eau. C'est un trésor, alors qu'elle est perforée de milliers de puits sauvages, qu'elle se pollue parce que... Mais en fait, cette nappe-là, on ne la compte pas. On compte les nappes superficielles qui se remplissent à chaque orage, comme de petits barrages, et qui remplissent toute la montagne, même les endroits les plus désertiques. Il y a de l'eau de partout. Il suffit de la trouver et de la capter. Et à ce moment-là, eh bien, on a une bonne gestion. La nature, Geneviève, est l'université la plus verte du monde. Elle le restera. Et nous ne sommes pas prêts de la connaître et de la comprendre autant qu'il faudrait le faire ou apprendre à le faire. Elle nous apprend tous les jours. Quand je vois par exemple des ronds-points avec du gazon, par exemple, c'est un petit exemple, mais bon. Or, on se permet d'arroser ce gazon
Alors que le gazon, si on le considère d'une façon rationnelle, on le tond, donc pour le tondre, on utilise du tondage avec un moteur thermique, on dépense de l'essence, on utilise un matériel tout à fait inutile et on jette le produit de la tonte. Donc c'est un gaspillage à 100%. Alors qu'ici nous sommes dans une zone méditerranéenne, donc si nos paysagistes ou considérés comme tels avaient le bon sens nécessaire, avec l'esprit méditerranéen qui leur correspond, eh bien on mettrait un genévrier ou un olivier qui n'a pas besoin d'être irrigué. Et ça pourrait être aussi décoratif qu'un gazon. Il ne faut pas oublier tout de même que si le train jaune monte en Cerdagne, c'est grâce à l'eau. On n'a pas le vocabulaire suffisant pour vanter et remercier l'eau dont nous disposons chez nous. C'est vrai, c'est un don fabuleux ça. Ah, il faut par tous les moyens, il faut le préserver, que les moyens soient légaux ou illégaux, on n'en a rien à foutre. Il faut le préserver. Tu te rends compte? C'est une merveille ça l'eau. Notre département, en plaisantant un peu, Lulu, non seulement on devrait être autonome sur le plan alimentaire, absolument à 100%, mais on pourrait être largement autonome sur le plan énergétique. Quand j'écoute des reportages ou que je lis ou que je m'informe dans ce domaine, quand je vois par exemple des zones de la planète où les gens malheureusement n'ont pas de l'eau potable sous la main, mais au XXIe siècle, ça paraît incroyable ces choses-là, incroyable. Alors, au lieu de fabriquer des rafales et des conneries pareilles, on ferait mieux d'acheminer, creuser des puits dans des endroits où les gens n'en ont pas. Parce que ce serait, me semble-t-il, plus nécessaire, premièrement. Et ce serait une œuvre, disons, qui mériterait la plus grande attention à l'unanimité de la solidarité et du respect de l'humanité dans son ensemble. L'eau est un don de la nature, donc il faut, par tous les moyens, légaux ou illégaux, ne pas payer cette eau. Ce qu'il faut payer, c'est l'entretien des circuits d'acheminement, mais non l'eau en tant que telle. L'eau n'est pas Moi, je reste dans l'anonymat le plus complet. Lorsque je me suis tourné vers toi pour faire un film avec Pascal et Geneviève de Conat, maraîchers, sur le thème de l'eau, pourquoi tu as accepté si facilement de travailler sur un film sur ce thème-là? Pour de multiples raisons, et entre autres, une des plus essentielles, me semble-t-il, c'est que l'irrigation reste malgré tout une des composantes majeures de la relation de l'homme avec les plantes cultivées. Et tu crois que c'est le hasard si j'ai choisi Pascal et Geneviève? Qu'est-ce qui te relie à leur histoire? C'est gentil. Hein? Pascal et Geneviève ont perçu immédiatement le côté indispensable de l'irrigation en matière de production maraîchère, et à ce titre, ils ont été les acteurs extrêmement performants et compétents, et ils ont maîtrisé très bien cette discipline en étant très respectueux de l'utilisation de l'eau et de la façon de l'utiliser et de la façon de l'économiser sans pour autant dégrader ni les terrains cultivés ni le reste, car l'eau d'irrigation utilisée abusivement peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses sur la structure des sols. Donc il est important d'arroser précautionneusement, autrement dit par capillarité. C'est ce qu'on appelle ça par capillarité, c'est un terme un peu rébarbatif, mais c'est le terme qui convient le mieux. Ça permet une humectation du sol, sans pour autant provoquer ni un ravinement,
ni une perte des éléments fins qui composent la structure physique du sol et sa fertilité. Donc nous accueillons les réalisateurs du film, Thomas Basti et Clémentine Delval, si vous voulez prendre place. Merci. Mais Jeannot, lors d'un entretien avec toi et Sébastien a dit un dicton catalan qui a donné le titre du film. Tu peux le donner? Laïque va toute Marthe. Tu peux le développer pour les gens qui ne sont pas catalans? L'eau va toute dans la mer. Jeannot, qu'est-ce qu'on entend par là? Que les irrigants ont de l'eau dans les Pyrénées de façon importante? D'après certaines notes historiques qu'on a relevées dans de très nombreuses publications à ce titre, l'irrigation aurait débuté dans les zones irriguées à l'époque des Templiers, autrement dit entre le 7e et le 8e siècle. À cette époque-là, l'homme était déjà parvenu à aller chercher l'eau au fond des rivières et le faire circuler sur le flanc des coteaux en courbe de niveau afin de promouvoir une irrigation future pour avoir la sécurisation des récoltes à venir. Parce qu'il est évident que les productions irriguées sont plus facilement maîtrisables que les productions non irriguées. Merci. Donc on ne va pas dévoiler le film. Par contre, Pascal et Geneviève vont nous quitter aussi à 16h30. Donc est-ce que vous voulez dire un mot par rapport à ce vécu que nous avons eu ensemble sur la réalisation de ce film? Non, moi je vais reprendre très brièvement ce qu'a dit Jeannot. C'est que je crois que dans notre département, nous avons une richesse qui est énorme, que beaucoup de pays nous envieront et nous envient. Et nous avons aussi des hommes et des femmes qui veulent s'installer et qui recherchent des terres. Et le problème qui se pose à nous et qui est un problème excessivement important maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir préserver le peu de terre qu'il nous reste pour valoriser cette ressource qu'est l'eau et pour développer et continuer à entretenir une agriculture respectueuse de l'environnement. Voilà. C'est, je crois, le challenge qui s'oppose à nous. On a un pays merveilleux. Est-ce qu'on saura en tirer les bénéfices pour l'avenir de nos enfants et de nous-mêmes, parce qu'on y est en plein dedans. J'espère que ce réseau hydraulique dont nous disposons, que vient d'évoquer Pascal, est une richesse incommensurable. Et cette richesse doit être préservée par tous les moyens, légaux ou illégaux, et afin de faire en sorte que toutes les productions de proximité et de qualité, ce que nous recherchons dans l'intérêt de tous, aussi bien dans l'intérêt du consommateur pour des raisons évidentes que dans l'intérêt de la perpétuation de la culture, il est évident que l'eau reste un élément majeur et à ce titre, tous les réseaux hydrauliques dont nous disposons, qui ont été construits par nos prédécesseurs, par nos anciens, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de peine, beaucoup de moyens physiques très importants au plus haut niveau, parce qu'à ce moment-là, la technologie ne permettait pas d'avancer sans pénibilité. Or, lorsqu'ils ont été construits, la pénibilité était un terme qui n'existait certainement pas. Merci, bon film. Ce projet audiovisuel qu'on vous a proposé est le premier réel sur une création pure, on va dire, autour d'une thématique force. Donc il serait peut-être intéressant de pouvoir en parler un petit peu avec le public, voir quelle a été pour vous la démarche. Vous n'étiez pas de ce territoire, me semble-t-il. Peut-être Thomas, si, me semble. Enfin, il y avait des liens. Mais vous avez décidé de vous installer sur ce territoire aussi. C'est-à-dire qu'ils ont rejoint l'association comme adhérents bénévoles, avec un savoir-faire de réalisation audiovisuelle, et maintenant ils sont installés sur le territoire comme producteurs, réalisateurs et techniciens de l'audiovisuel. Ce projet s'est déroulé, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire dans le générique, avec Lucien Pagès, donc, qui est président des Ciné-Rencontres, à qui le sujet de l'irrigation, ça l'intéressait vraiment. Et ensuite, il y a eu aussi l'histoire de Jeannot. Jeannot qui nous a intervenu
à mon avis en partie grâce à Geneviève Clarisse, qui était très intéressée pour qu'on puisse faire un film en fait sur Jeannot, en pensant effectivement c'est un personnage fort du Conflans. Et donc Lucien Pagès a voulu qu'on mêle ces deux idées en fait, de l'irrigation et de Jeannot qui était un spécialiste dans tout ça. Ensuite on a eu aussi Pascal et Geneviève qui ont intervenu dans ce documentaire, pareil parce que on trouvait que c'était des personnes qui étaient très intéressantes à ce niveau-là, qui avaient leur mot à dire sur l'irrigation et un mot très intéressant. Et ça permettait en même temps d'avoir un exemple, l'exemple donc de l'agriculture de Pascal et Geneviève à Conat, qui utilisait donc le canal d'irrigation, qui maintenant ne l'utilise plus, enfin l'utilise mais différemment comme il l'a très bien expliqué. Et donc voilà. Monsieur Planas, bonjour, si je puis me permettre. Merci beaucoup pour votre contribution lors de cette réalisation. Vraiment, merci infiniment. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous découvrez le film en grand écran, au premier rang dans une salle de cinéma. Je suis ravi d'avoir pu participer en toute modestie et en toute simplicité à un petit reportage qui, malgré son peu d'importance, représente beaucoup dans la gestion de ce produit dont la nature nous a gratifié. Voilà, avec nous ont eu la gentillesse de répondre à notre invitation des irrigants de l'association Branche Ancienne, mais aussi Aimé Bagot, irrigants à Campom, s'ils veulent dire un mot de leur expérience. Moi, j'ai recherché en effet cette semaine un Catalan qui continue à irriguer. Je cherchais en effet, parce que ça m'a frappé en arrivant en Catalogne, en travaillant avec les éleveurs, de savoir qu'à l'heure du clocher, ils se levaient tour à tour la nuit pour irriguer. Et que grâce à ça, ils avaient non seulement des cultures, mais du fourrage pour le bétail en fait. Je m'appelle Aimé Bagot, j'habite à Campom. Je suis un ancien éleveur, mais je suis irrigant parce que je suis né mes parents étaient agriculteurs, éleveurs. J'ai connu mes grands-parents qui faisaient ça depuis les temps anciens. Et je pense que dans le film, Jeannot a presque tout dit. L'eau, c'est quelque chose de primordial. Donc, et je pense que ce qu'il n'a pas dit, c'est que dans les familles, c'était souvent les anciens qui faisaient ce travail d'irriguer. Parce qu'il faut savoir prendre le temps, il faut savoir s'occuper de l'eau. C'est pas facile non plus. Quand on est jeune, on veut aller vite. Si on envoie l'eau, des fois c'est le mur qui s'écroule. Si on oublie d'enlever la vanne et il n'y a qu'une partie qui est irriguée, les vieux, ils ont plus de temps, ils sont plus à l'écoute de l'eau. Et donc, c'est ce qui m'arrive à moi maintenant. C'est mon tour, donc tant que je pourrai, je continuerai à le faire. Et c'est vrai que Lucien parlait du clocher. On a des tours, on a des rôles. Et ce n'était pas toujours évident. Je me souviens que le grand-père, quand il parlait de l'eau, c'est quand même bien précieux. Il ne fallait pas louper à la minute près. Et c'est le clocher, ça évitait des fois des conflits, des fois ça en créait parce que 10 minutes prises trop tôt ou trop tard, l'eau était passée, donc il perdait beaucoup de temps. À l'heure actuelle, il y a beaucoup moins d'irrigants, il y a beaucoup de terrains qui sont moins cultivés. Donc on a peut-être un peu plus de temps et d'eau. Par contre, ce qu'on n'a pas, et des fois ça n'a pas été dit peut-être dans le film, c'est qu'on n'a peut-être pas assez d'eau en été. Il y a des fois des pénuries d'eau et c'est pas toujours évident. Donc souvent il m'arrive d'arroser la nuit. En été il fait bon. Il y a toujours beaucoup plus d'eau la nuit parce qu'il y a d'autres canaux qui retombent dans le canal principal et c'est quelque chose qui nous permet d'arroser plus tranquillement, plus sereinement peut-être. Ça m'arrive souvent. Quand je parle d'arroser, c'est surtout les prairies. Mais au départ, il faut préparer les ruisseaux, il faut curer les ruisseaux, comme disait Pascal, dans les petits ruisseaux intermédiaires qui desservent les prairies. Et il faut les entretenir et ce n'est pas toujours évident, quoi. Maintenant, il y a des vannes. Avant, il y avait des grosses pierres qu'il fallait déplacer. Et quand on commence à se faire vieux, les pierres sont plus lourdes et il faut se mettre un peu plus dans la modernité. Je suis le garde-vent de Canal Branche Ancienne.
Bon, mon rôle, c'est surtout de contrôler le canal, donc contrôler l'irrigation, l'approvisionner, avoir le débit d'eau suffisant dans le canal pour permettre à tous les irrigants de pouvoir bénéficier de l'eau. C'est pas toujours évident, hein, parce que bon, en été, comme a dit M. Bagot, on n'a pas souvent le débit voulu pour permettre le maintien de l'eau dans le canal. Mais bon, on essaye de faire au mieux. En plus, il faut dire aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations sur l'eau, on va se trouver dans les années à venir à avoir des restrictions pendant les périodes d'été. Donc ça va aggraver encore le problème d'alimentation des canaux. Bon, on essaiera de faire avec et de voir comment on peut faire pour permettre à tout le monde d'avoir suffisamment d'eau pour arroser. Voilà, sinon mon boulot, c'est surtout l'entretien, c'est la maintenance du canal. Donc à l'heure actuelle, là, on est en train de travailler sur le curage. Le curage, les nettoyages des bordures et tout ce qu'il faut entretenir pour que ça fonctionne dans les périodes d'été. Et en plus, là, à l'heure actuelle, pour cette année-là, puisqu'on est en train de faire des travaux sur le canal de Brèche Ancienne, donc là, ça pose le problème de surveillance des chantiers de reconstruction du canal, quoi, par endroit. Le canal, donc, il date de 1305, dont les rois de Majorque, qui ont donné la concession aux habitants de Prades, de Caudalet et Ria pour permettre d'avoir l'irrigation de leurs terres. Donc ce canal a 7 siècles. Et aujourd'hui, bon, on essaie de maintenir la tradition, quoi. Aussi bien au niveau de l'arrosage que de l'intérêt de l'entretien du canal, quoi. Merci. Peut-être Monique, à vos côtés, peut dire combien il y a de canaux d'arrosage dans le Conflent, en tout cas, et ceux qu'elle gère. Oui, ceux que je gère. Dans le Conflent, exactement, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a 250 sur le département. Nous, au secrétariat partagé, j'en ai 40, qui sont entre Eous, les plus bas, Eous-Marquichan, et on monte jusqu'à Aulette, et Goethe-Bia et tout ça. Alors, on couvre tout le secteur. J'en gère 40, quoi, en comptabilité. Le plus long, c'est Branche Ancienne, il fait 20 km. Et après, il y a des petits canaux de 5, 6, 8. J'ai jamais fait l'addition. Non, des kilomètres, j'ai jamais fait. Les adhérents, oui. En tout, il y a plus de 5000 personnes. Il y a plus de 17 000 parcelles irriguées. Mais le nombre de kilomètres total, je n'ai pas fait. Faudra. Je vous redirai. Tous les canaux qui ont été créés, ils n'ont pas été créés pour l'irrigation principalement, mais pour l'industrie. L'industrie qui, à l'époque, avait pour seule énergie et l'eau. Et il desservait des moulins pour les tanneries, des moulins pour l'huile, pour les céréales, pour les forges. Mais cette énergie existe toujours dans nos pays et l'eau pourra toujours nous servir et on va de plus en plus revenir à l'utilisation de cette énergie de l'eau qui descend de nos montagnes. Je voulais vous remercier pour la qualité, on va dire, esthétique du film. Très, très synthétique. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Et c'était une question de pure curiosité. La musique, d'où vient-elle, la musique du film? Alors la musique est complètement originale. On l'a composée pour le film. Alors je ne sais pas si ça a été perceptible pour chacun d'entre vous, mais donc les paroles chantées de la musique, c'est Aigua Bahamar. Donc voilà, donc ça c'était pour coller vraiment au film. Après, on a choisi ce style de musique pour mystifier le côté de l'eau, aller jusqu'à la hauteur, à l'endroit où on ne maîtrise pas vraiment l'eau, jusqu'au moment où justement on commence à la maîtriser avec les canaux, donc on le voit avec les lacs de Noël. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce style-là de musique, voilà. Et appuyer bien sûr le côté méditerranéen. Je vois qu'il y a des experts de l'irrigation. Vous parlez de vannes. Moi, mon pépé de Caudalet, il avait 90 ans et depuis tout petit, il me parlait des vannes qui permettaient effectivement dans les lotissements de se chamailler l'eau pour arroser les jardins, les cultures, etc. Et puis, c'est un Catalan, il me parlait des tampaneilles. Et alors, chaque fois que je parle des tampaneilles, on me regarde comme un fou, c'est un nouveau mot, ça. Donc, nous sommes peut-être les deux seuls à porter cette mémoire de ce mot catalan, inscrit dans ce territoire.
le Tampanay, bon, c'est la vanne. Hein, bon, le Tampanay ferme Louyal, donc ça fait partie de Louyal, c'est l'ouverture de la branche qui permet à l'eau de circuler vers les arrosages. Donc le Tampanay, c'est une vanne, c'est ce qui ferme Louyal, c'est ce qui ferme la branche. S'il vous plaît, comme je vois que vous êtes un spécialiste, monsieur, 2 fois j'ai entendu le mot restriction. Vous avez dit qu'il y aura moins d'eau dans les canaux, enfin quelqu'un a dit parce qu'il y aurait des restrictions, et puis après vous avez dit oui, il y aura moins d'eau dans les canaux parce qu'il faut plus d'eau dans les rivières. Et voilà, je voulais juste savoir pourquoi. Pourquoi les restrictions? Bon, c'est pas de notre pouvoir, hein, de notre demande d'avoir une restriction sur l'eau, c'est l'État, c'est l'Europe même, qui prévoit à travers ces structures, comment on peut dire ça, réglementaires, les structures réglementaires qui demandent à ce que l'eau soit protégée, donc il faut une restriction d'eau. Il ne faut pas utiliser l'eau n'importe comment, et donc il faut l'économiser. L'économiser, ça veut dire quoi? C'est la laisser à la rivière, et en grosse partie, elle va se retrouver à la rivière. Au niveau de Perpignan, hein, puisque le plus gros consommateur d'eau après l'agriculture, ce sera les grandes villes, comme Perpignan. Ils ont besoin pour les assainissements et tout ça, d'avoir un certain volume d'eau pour l'utiliser. Donc il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive à Perpignan. Les lois, elles sont le résultat d'une pression sociale. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui le demande. Fut un temps, l'agriculture s'est battue pour les canaux. Vous parliez tout à l'heure pour le canal de Boer, 50 ans pour le réaliser, mais il y a eu 50 ans pour le négocier, je crois. 60 ans. Et c'était déjà un conflit avec Perpignan, qui prétendait que 400 litres seconde prélevés à Cerdignas, ils n'auraient plus jamais d'eau à Perpignan. Mais aujourd'hui, la pression sociale, elle est portée par le maintien de la biodiversité. Et il faut qu'il y ait un débit minimum dans le ruisseau pour maintenir la biodiversité. C'est sur ça qu'ils se bagarrent. Voilà. Là où les agriculteurs essayent de former une défense, c'est que le mode d'irrigation gravitaire est réputé un mode d'irrigation qui se reproduit. Ça veut dire que si vous voulez, en cascade, depuis le Carlite, où l'eau se redistribue jusqu'à la mer, tour à tour, les paysans arrosent. Mais ils restituent l'eau. Ça veut dire que le mode d'arrosage gravitaire catalan, qui est le majeur dans ce département, le système majeur initial, si vous voulez, a besoin d'inonder la parcelle. Mais il y a au bout un canal qui récupère l'excès des eaux et qui repartent dans les ruisseaux, et le suivant irrigant peut à son tour, en aval, irriguer, et ainsi de suite. On parle de la reproduction des eaux. De la reproduction des eaux qui alimente tout un paysage construit. Dans les images que vous avez montrées, vous avez vu le contraste entre ce qui est irrigué et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, les agriculteurs veulent se défendre sur le maintien de l'irrigation gravitaire et ses conséquences sur le paysage et la biodiversité, parce que certains parlaient du décement des Pyrénées, et il peut vivre d'autant plus qu'il est servi par des réseaux d'irrigation, par exemple. Et les Pyrénées-Orientales en particulier ont un délai très court entre l'origine de l'eau, le Carlite, et la Méditerranée. C'est quelques jours, n'est-ce pas? C'est une semaine, non? En général, c'est la moyenne, c'est 3 à 4 jours de débouiller jusqu'à la mer. Je voudrais dire que je suis très émue de voir le film, parce que je rêvais de le voir depuis un moment, donc. Et je remercie Thomas et Clémentine, parce que je trouve qu'il est très beau. Et puis les acteurs, bon, ils sont partis, mais je leur dirai, hein, bien sûr. Et je trouve qu'on y retrouve vraiment l'intelligence et l'humour de Jeannot, et Pascal et Geneux. Et on a compris plein de choses en un quart d'heure, quoi. Et on a vu des choses très belles. Merci. J'habite dans la plaine à Bao. Et un jour, il y avait dans le canal, il y avait quelqu'un qui était en train de désherber avec un produit bien sûr interdit. Et donc je lui ai demandé, mais qui vous a demandé de désherber? Est-ce que c'est la mairie ou il me dit non, c'est l'ASA. Alors j'ai demandé à aller voir le représentant de l'ASA, et là le représentant de l'ASA m'a expliqué que dans la commune de Bao, avant la guerre, il y avait à peu près 90 agriculteurs. Aujourd'hui, il en reste 4. À qui la compétence est-elle transmise aujourd'hui pour l'entretien de ces canaux si le réseau d'agriculteurs irrigants n'est pas suffisant pour faire ce travail? Le problème d'entretien des canaux, c'est surtout la structure même de l'ASA. Et donc, si c'est une petite ASA, s'il y a très peu d'arrosants,
La ZAN ne peut pas se permettre d'avoir du personnel pour l'entretien. Donc à partir de là, la structure devient difficile à entretenir, quoi. Voilà. Pour le problème des désherbants, à l'heure actuelle c'est interdit, hein, puisque les nouvelles réglementations interdisent l'utilisation de désherbants sur les cours d'eau, pas que sur les canaux, hein, que les cours d'eau, rivières, petits ruisseaux ou autres, tout ce qui est lié à l'eau. Hein. Tout ce qu'il y a de l'eau à côté, il ne faut pas utiliser de désherbants. Donc, ça fait déjà 20 ans que ça existe, la réglementation, elle est de 92, c'est la loi sur l'eau, et elle est tout juste appliquée à l'heure actuelle. Pour vous dire, en ce qui me concerne sur Brèche-Ancienne, moi ça fait exactement 30 ans que j'utilise plus de désherbants. Voilà. Ça, j'étais peut-être un précurseur dans le domaine, mais personne ne le sait. Bon, aujourd'hui, j'ai peut-être l'occasion de le dire. Voilà. Merci d'avoir su capter à votre tour aussi bien cette eau magnifique. Parce qu'elle est belle, votre eau, dans le film. Merci. Félicitations.